Bonjour mesdames et messieurs, bonjour bienvenue dans votre journal. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement a célébré le 20e anniversaire de sa création, un moment heureux au cours duquel le président de la RDC a marqué sa solidarité envers les épouses de chefs d'État présentes à Kinshasa, au rang desquelles la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le ministère d'État, ministère de la Défense, a procédé hier à la remise de 50 véhicules de tous usages aux armées de Côte d'Ivoire et à la gendarmerie nationale. Une dotation souhaitée par le président de la République, Alassane Ouattara, pour améliorer la mobilité de nos forces de défense. Reportage à suivre, il est signé Frédéric Gorébi. Et puis à tes bras qui m'ont si bien consolé, à tes mains qui accompagnaient tout au long du chemin, à toi mon tendre papa, merci d'avoir toujours été là. Le message est aussi important que le cadeau, parfois même plus. Ce 18 juin, jour des fêtes des pères, est donc l'occasion d'y mettre tout votre cœur pour voir dans ses yeux la tendresse, la bienveillance et la gratitude à votre égard. Chaque année, le 14 juin, les pays du monde entier célèbrent la journée mondiale du donneur de sang, histoire de remercier les donneurs de sang volontaires, bénévoles du geste louable qu'ils font en donnant leur sang et de sensibiliser l'opinion à la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité de sang et de produits sanguins pour les patients qui en ont besoin. Le Dimanche Magazine de ce 18 juin y sera consacré. Nous avons invité professeur Yassongi Mamadou Sekongo, le sous-directeur des produits sanguins au CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Avec lui, nous allons revenir sur la célébration de la journée du donneur de sang et nous allons évoquer toutes les thématiques liées à l'activité transfusionnelle en Côte d'Ivoire. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Diaby. Bienvenue dans notre journal. Je vous en prie. Dites-nous, est-ce que les Ivoiriens, bon, même pas que les Ivoiriens, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, la culture du don de sang est effective, est ancrée dans le quotidien des populations? Oui, la culture du don de sang est ancrée dans le quotidien des populations. Même s'ils ne donnent pas suffisamment, ils donnent quand même du sang. D'accord. La fréquence, peut-être, c'est ce qui manque. C'est la fréquence qui manque, effectivement, parce que c'est un acte qu'il faut renouveler régulièrement afin de garantir des stocks de sang sûrs pour les malades qui sont dans nos hôpitaux. Nous allons en parler pendant un quart d'heure. Merci. À tout à l'heure, professeur. L'OPDAD a 20 ans, 20 années d'existence pour l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement. Lors de la célébration de cet anniversaire à Kinshasa, en RDC, les épouses de chefs d'État d'Afrique ont bénéficié du soutien de Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Dominique Ouattara est sur place à Kinshasa. Le Palais du Peuple de Kinshasa a accueilli ce samedi matin les festivités marquant le 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement. Anciennement connue à sa création sous l'appellation de l'OPDAS, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Une nouvelle marque avec de nouveaux défis tels que la lutte contre la pauvreté, les violences basées sur le genre, la promotion de la santé pour tous et l'autonomisation de la femme. Une vingtaine de premières dames, toutes présidentes d'associations et de fondations, ont répondu présentes au sommet de Kinshasa. La vice-présidente de l'OPDAD, Denise Tshisekedi, a remercié ses sœurs, premières dames d'Afrique, et les partenaires de l'organisation, tout en précisant l'objectif commun. La conférence de ce jour est l'occasion unique de dresser en toute franchise le bilan des 2 dernières décennies d'action au bénéfice de la population du continent et de se projeter vers les 20 prochaines années avec beaucoup plus de sérénité, de courage et d'abnégation, avec le sens élevé de l'urgence et de la responsabilité. Cette belle synergie africaine, public, privé et secteur associatif, est un bel exemple de ce que nous pouvons accomplir, nous, Africains, lorsque les volontés et les énergies se conjuguent ensemble autour d'un idéal commun. La présidente de l'OPDAD, la namibienne Monica Gengos, a fait le bilan de 2 décennies d'action, dont la plus importante reste le plaidoyer des influentes épouses du chef d'État. Pour les 20 prochaines années, les défis demeurent la croissance économique, l'égalité des genres, l'éducation, la santé, la lutte contre les violences et l'autonomisation des femmes. Le président Félix Tshisekedi a apporté son soutien
aux premières dames dans leur combat pour un monde plus juste, plus solidaire. Et je voudrais rendre hommage à ces dames parce qu'elles font un travail admirable. Et rendre hommage à cette initiative qui a été prise il y a 20 ans et que nous avons tous le devoir d'encourager et d'accompagner. 4 panels de haut niveau ont permis à la vingtaine d'épouses de chefs d'État et anciennes premières dames de présenter leurs actions et initiatives pour leur combat commun au service des populations. La première dame de Côte d'Ivoire s'est illustrée par la qualité de son intervention, l'une des plus appréciées. Dominique Ouattara a dévoilé le programme ambitieux de sa fondation au service des plus démunis. Nous intervenons dans plusieurs secteurs d'activité, essentiellement la santé, l'éducation, la lutte contre le travail des enfants et l'autonomisation des femmes. Dans le secteur de la santé, nous avons construit en 2018 l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Cet établissement de santé de niveau international à but non lucratif est dédié à la mère et à l'enfant et il est équipé d'un matériel de dernière génération. L'hôpital offre des soins de santé de qualité et reçoit des patients venant de toute la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique subsaharienne. 25% des patients de l'hôpital sont soignés gratuitement pour aider les personnes défavorisées. Chaque année, nous équipons également plusieurs centres de santé à travers le pays. Nous organisons aussi des caravanes ophtalmologiques et des campagnes de vaccination au profit de milliers d'enfants. Mon engagement en faveur de la santé des populations m'a valu en 2014 d'être nommé ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. Nous avons construit 2 établissements scolaires, un lycée dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans une région où les jeunes filles étaient à l'époque peu scolarisées. Et le second, le groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo, dans un quartier défavorisé d'Abidjan, où les enfants sont admis sur des critères de bons résultats et complètement pris en charge par la Fondation Children of Africa. Je suis également très engagée dans la lutte contre le travail des enfants, dans tous les secteurs d'activité, notamment la cacaoculture, qui est la première source de revenus de la Côte d'Ivoire. En 2018, notre cacao est sérieusement menacé d'embargo par la communauté internationale à cause du travail des enfants dans ce secteur. Nos actions ont permis de réduire significativement ce fléau. Elle a présenté son grand projet pour l'autonomisation des femmes, le FAFSI. Nous avons créé le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire afin de financer les activités génératrices de revenus de nos sœurs. Ce fonds de microcrédit bénéficie à plus de 350 000 femmes en bientôt 10 ans d'existence, ce qui permet à plus de 2 millions de personnes de sortir de la pauvreté. Un dîner gala de levée de fonds avec la participation de tous les partenaires de l'OPDAT est prévu dans la soirée au Palais du Peuple. Reportage de notre envoyé spécial Abiba Dambélé Saoué. Justement, Abiba Dambélé évoquait cet autre temps fort de cette célébration, le dîner de gala organisé au palais de la présidence du Mont Galiema à Kinshasa par Denise Tshisekedi, première dame de la RDC et vice-présidente de l'OPDAD. Un dîner de gala haut en couleur qui a enregistré la présence d'une centaine d'invités de marque et d'une quinzaine de premières dames d'Afrique, dont bien entendu Dominique Ouattara. Ces images nous sont rapportés également par Abiba Dambélé Saoué, notre envoyé spécial à Kinshasa, la capitale de la RD Congo. De retour à Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, on prend la direction de l'état-major des armées, où 50 véhicules de tous usages ont été remis hier par le ministre d'État, ministre de la Défense, aux forces armées et à la maréchaussée pour renforcer leur mobilité et leur capacité opérationnelle. Étaient sur place nos reporters Frédéric Gorebi, Jean-Marc Djadji, Fernand Conan et Ariel Ago. Les armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie nationale
viennent de bénéficier d'une dotation en véhicules de tout usage de la part du ministère d'État, ministère de la Défense. Cet appui opérationnel dédié à la mobilité terrestre et logistique est composé de 50 véhicules, dont 30 de commandement, 15 de transport de troupes, 3 citernes à carburant et 2 à eau. Cette dotation spéciale a été saluée par le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, qui, au nom de ses troupes et celle de la gendarmerie, a exprimé sa gratitude au chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara. C'est d'ailleurs toujours ce sentiment qui est de mise. Lorsqu'une oreille toujours disposée anticipe le moindre besoin des forces. Et pour cette raison, je voudrais dire toute notre reconnaissance pour cet engagement à nos côtés afin de nous permettre de remplir au mieux nos missions toujours aussi diverses et variées sur tout le spectre de l'adversité. Il a par ailleurs réitéré l'engagement des armées et de la gendarmerie à assurer la défense de l'intégrité du territoire national. Les 50 véhicules que nous venons de recevoir renforcent de façon substantielle le parc automobile des forces de défense, réduisant les préavis, accroissant le stationnement prolongé dans de plus grandes élogations. Ces équipements constituent un appui et un soutien majeur au moment où elles font face à de nombreux défis sécuritaires. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a reconnu la rudesse des tâches accomplies par les soldats pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Par ailleurs, il les a enjoints à prendre soin de ces véhicules. Je voudrais exprimer la satisfaction de son Excellence Monsieur le Président de la République pour tout le travail accompli par les forces armées de Côte d'Ivoire. Les généraux, soldats, officiers généraux, officiers supérieurs, le Président de la République est satisfait de son armée. Vous accomplissez au quotidien, dans des conditions souvent très difficiles, un métier qui est difficile. C'est le chef d'état-major général des armées. Vous demandez, comme à l'accoutumée, de prendre soin de ces véhicules. Ces véhicules ont besoin d'être entretenus, d'être suivis. Cette remise de matériel roulant intervient 24 heures après la cérémonie de baptême d'Espérance, le 6e patrouilleur de type OPV 45, acquis pour renforcer les capacités des forces navales ivoiriennes. Allons en France, à Paris, porte de Versailles, pour Viva Technologies, l'univers des startups. Dans l'une des nombreuses plateformes de présentation et d'échange est Africatech. Là-bas encore, la Côte d'Ivoire a démontré sa suprématie, son savoir-faire. Vous allez le voir, 8 startups ivoiriennes ont impressionné les nombreux visiteurs, tant par leur génie que par leurs innovations. Walter Amadou Ouattara. Depuis 2016, Viva Technologies se veut le plus grand événement européen dédié aux startups et à la haute technologie. Parmi les 1800 startups qui exposent, il y a une douzaine venues de la Côte d'Ivoire. Sur l'un des stands consacrés à l'Africatech, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, accompagné dans sa tâche par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Akakou Bandama, présente au public les atouts des talents ivoiriens. C'est à peu près 3000 tonnes de déchets plastiques qu'on collecte par an. On emploie aujourd'hui à peu près 140 employés en full-time. Et notre objectif stratégique, c'est de pouvoir en tout cas collecter 15 000 tonnes d'ici 2 ans. En zone rurale et en zone urbaine, on a développé une technologie qui permet d'apporter de l'Internet là où les opérateurs ne couvrent pas grâce à la lumière. Donc une fois qu'on installe une ampoule qui est alimentée par le solaire, permet d'apporter de l'Internet, du contenu, de l'information et de la formation aux populations des zones enclavées. La seule femme du groupe propose un carnet de santé digitalisé. Pass Santé Mousso, qui est un carnet de santé numérique qui permet d'avoir sur soi à tout moment ces informations personnelles médicales. Et cette plateforme est associée à un support qui peut être une carte ou encore un bracelet comme celui que je porte. Mais l'idée, c'est la mobilité de l'information médicale. Elle permet à tout individu d'avoir sur lui 24/24 ces informations. Des visiteurs laissent entrevoir une bonne impression. J'ai bien aimé le carnet de santé que j'ai trouvé très pertinent au regard
de la situation. J'ai bien aimé aussi que ce soit une femme qui le présente et que ce soit de l'entrepreneuriat féminin. Je pense que c'est très important en fait d'inclure les femmes dans le développement de l'entrepreneuriat. J'ai assisté aujourd'hui un petit peu à la conférence de la Côte d'Ivoire, notamment le projet sur le drone. C'est bien fait, donc il y a de la cohérence, donc le projet est viable et que ça apporte une plus-value. Je dis oui, par exemple on a aussi la start-up pour les déchets, ça c'est génial. Ce que j'aime, et notamment dans ce pays, c'est l'innovation et surtout la foi qu'on a dans la jeunesse. Cette présence des entreprises d'innovation à Vivatech 2023 est la réponse concrète de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire à travers le programme d'accompagnement et de développement des startups ivoiriennes. À toi, mon papa, mon héros, cette journée est pour toi. À travers mes yeux, tu es et tu resteras le plus grand, le plus beau, le plus intelligent des hommes. Ce 18 juin, on célèbre les pères du monde entier, moins célèbre que la fête des mères. La fête des papas est pourtant tout aussi importante. Il est tellement agréable de faire plaisir à l'une des personnes les plus importantes de votre vie, l'un de ceux qui vous ont donné la vie. Hélas, la réalité est tout autre. On parle souvent des mamans, on oublie parfois les papas. Papa, papa, papa. Comme le dit Claude Barzotti dans sa chanson Papa, la fête des pères est l'une des fêtes auxquelles on ne s'intéresse pas souvent. Commune de Cocody, aucun panneau publicitaire pour donner la couleur de la fête des pères. Et pourtant, nous sommes en plein dans cette journée dédiée au papa. Les boutiques également ne grouillent pas de monde. Chez Alpha Doumbia, styliste, tous les détails sont ficelés pour accueillir la clientèle. Quelques minutes d'attente et enfin, quelques clients. Alphonse est l'un des rares papas dans la boutique d'Alpha. Notre sexagénaire se fait une petite idée des raisons de l'engouement timide qui l'entoure. L'homme, c'est la modestie. Les gens n'en parlent pas, mais bon, on fait avec. On pense que c'est les femmes qui souffrent plus. Comme c'est la femme qui porte l'enfant dans son sein et qui fait tout, donc c'est pour cela qu'on valorise les femmes. Pour la fête des pères, Alpha a mis les petits plats dans les grands. Il propose des vêtements et autres accessoires confectionnés avec délicatesse. Nous célébrons les mères. Je pense qu'on doit faire pareil pour les papas parce que les papas aussi occupent une place très importante dans nos vies. Autre décor, zone 4C. Un atelier de chocolaterie qui propose plusieurs gammes de chocolat made in Côte d'Ivoire. Ici également, on est prêt pour le grand jour avec des produits variés. J'ai une composition pour la fête des pères qui est composée de foie gras, d'oreo, de café enrobé de chocolat et des produits fruités. Dans cet atelier, ce n'est pas l'affluence des grands jours. À l'arrivée du client, une dégustation s'impose. En arrivant dans l'épicerie, Martial n'avait pas l'intention d'offrir un cadeau pour la fête des pères. Je n'y avais pas pensé, mais vu l'emballage et la beauté et puis le goût de ce champagne particulier-là, ça m'a donné envie d'en prendre 3 bouteilles pour mes parents. Timidement, l'enseigne arrive à faire du chiffre via des commandes par téléphone. Nous quittons la zone 4C pour le Forum des marchés d'Adjamé, l'un des plus grands du pays. Ici également, c'est le silence absolu. Les rues qui avaient l'habitude d'arborer des affiches et produits de tout genre à l'occasion de grandes dates sont vides. Les commerçants vaquent à leurs occupations, les clients aussi. Pendant la fête des mères, les gens sont mobilisés. Voilà, et à la fête des pères, il n'y a pas de mouvement. Moi, franchement, ça me cœur un peu. Je suis passé au marché tout à l'heure, les étals sont vides, je ne vois même pas les femmes. Mais les endroits où on vend les cadeaux, il n'y a pas de femmes là-bas. Moussa n'accepte pas la place que la société accorde à la fête des pères. Saint-Valentin, on le célèbre. La fête des mères, on le fait. Mais la mère, comme on appelle ça, comme les mères à chaque fois. Non, c'est nos mamans, même nos femmes, c'est les mamans. On les célèbre. Mais nous, il n'y a même pas de publicité. Montres, vêtements, chaussures et médailles exposés dans cette grande surface connue pour son bouillonnement à l'occasion des grandes fêtes. Mais aujourd'hui, pas d'affluence. Aux alentours de cette grande surface, les petits étals d'emballage cadeaux cherchent eux aussi des clients. Depuis le matin, on ne voit pas moins. On est arrêté comme cela. Ça ne marche même pas. Les papas les a fait quand même. Le père impose une écoute différente de celle de la mère. Il est un support, une sécurité, un moyen de construction importante pour l'enfant. Tout comme les mamans, il mérite également d'être célébré. Cette journée n'était pas destinée à fêter les papas, mais à célébrer la figure de Joseph, le père nourricier de Jésus. Ce n'est qu'au 19e siècle que la tradition se développe sous l'impulsion du pape Pie IX
avant de sombrer dans l'oubli au début du XXe siècle. Merci, maman Sephora Zegui. Le Père, c'est celui qui vous a réconforté lors de vos gros chagrins, celui qui vous a parfois un peu trop aimé. Alors, n'hésitez pas à gâter dignement vos papas. Venons-en à présent à la deuxième édition du Forum Côte d'Ivoire-Espagne. Des journées multilatérales de rencontres et d'échanges entre hommes d'affaires des deux pays pour promouvoir l'investissement espagnol en Côte d'Ivoire. Près d'une trentaine d'entreprises étaient au rendez-vous et des partenariats d'affaires ont été signés dans des domaines clés du développement. Léon Brokwame était à la cérémonie d'ouverture. Le plan national de développement PND 2021-2025 au cœur des journées multilatérales Côte d'Ivoire-Espagne. L'agriculture, les infrastructures de base, les routes, les énergies, bref, tous les domaines du développement, objet d'échange entre experts, hommes d'affaires nationaux et espagnols. Ces derniers représentent 26 entreprises privées en quête de partenariat dans 6 domaines clés du développement. Rapprocher la connaissance mutuelle entre les entreprises espagnoles et ivoiriennes, ainsi qu'approfondir les dialogues avec les gouvernements ivoiriens sont des objectifs au cœur de ces journées. L'objectif, c'est très clair, c'est que l'Espagne et les sociétés espagnoles soient des partenaires privilégiés dans le développement durable du continent et son intégration dans le flux de commerce et d'investissement international, très particulièrement dans le Côte d'Ivoire. Ainsi donc, les investissements espagnols en terre ivoirienne vont se diversifier et s'accroître pour booster le volume des échanges entre les deux pays. Il s'évalue, pour ce qui concerne le commerce par exemple, à plus de 735 millions d'euros. Le gouvernement, via les ministères du Commerce et du Plan, adhère à la démarche qui constitue un appui au développement. Le plan national de développement 2021-2025 ambitionne d'accélérer la transformation structurelle de l'économie à travers l'industrialisation, la digitalisation, le développement des infrastructures. Son coût global de 59 000 milliards est porté à 74% par le secteur privé. Pour une mise en œuvre efficace de ce plan, la coopération régionale et internationale constitue des outils privilégiés. Les journées multilatérales, ce sont aussi des rencontres B2B, des partenariats d'affaires, des transferts d'expertise. Elles sont à leur deuxième édition, toujours à l'initiative de l'Institut du commerce extérieur d'Espagne et le ministère du Plan et du Développement. Le PIDUCAS, c'est le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. Dans son programme entrepreneurial, le projet développe un volet intitulé « Le concours de plan d'affaires » qui accompagne les jeunes porteurs de projets. À Bouaké, ce sont 63 millions de francs CFA qui ont été répartis à une douzaine de jeunes par la Banque mondiale. Les précisions de Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Sourire, joie, larmes, des émotions qui traduisent un rêve qui aboutit. Ces jeunes, au nombre de 12, sont porteurs de projets. Ils ont été sélectionnés dans le cadre du sous-programme concours de plan d'affaires, du volet entrepreneuriat, du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires PIDUCAS en cours dans les villes de Bouaké et de San Pedro. Les programmes se sont succédés en Côte d'Ivoire avec des espèces qui ont été à chaque fois remis à des lauréats. On sait comment ces espèces-là ont été utilisées, souvent à très mauvais escient. Donc le PIDUCAS et l'IECD, sous l'instigation de la Banque mondiale, ont convenu que pour le concours de plan d'affaires, ça ne sera pas une remise d'espèces, mais la mise en œuvre de l'acquisition et des activités critiques. Il s'agit de mettre en place un processus de passation de marché qui va aboutir à l'acquisition de tous les éléments qui ont été demandés et validés par le jury pour chacun des bénéficiaires. Pour ces 12 jeunes récipiendaires de Bouaké, c'est certainement le début d'une aventure prometteuse. J'ai reçu 7 500 000. Ça va me permettre d'évoluer, vraiment d'aller de l'avant dans l'élevage de poulets de chair. Et aussi donner l'opportunité aussi à d'autres personnes de pouvoir apprendre auprès de nous. Développement des infrastructures, développement économique et social, le PIDUCAS y va à fond. Ils recevront un chèque en fonction de leur plan d'affaires qui leur permettra de faire évoluer leur activité
tout en contribuant à la réduction du taux de chômage et par ricochet à la réduction du taux de pauvreté à Bouaké. À travers la création d'emplois et d'entreprises solides capables de tenir la concurrence, et cela contribuera à renforcer le tissu des PME et à faire, nous l'espérons, dans un proche avenir, de la ville de Bouaké un véritable port de croissance autant attractif qu'Abidjan. En 2022, lors de la première édition, 20 jeunes avaient reçu un financement global de 139 millions de francs CFA. Tous ces projets sont financés par la Banque mondiale à travers l'Institut européen de coopération et de développement, IECD. La Côte d'Ivoire enregistre une amélioration considérable dans la santé maternelle et la reproduction. Informations données lors d'un atelier qui a réuni les experts de plusieurs ministères techniques et des organismes des Nations Unies sous l'égide de l'Office national de la population. Il s'agit de faire le point au niveau national de la Conférence internationale sur la population et le développement. Mamadou Kwasi. 30 ans après son adoption, l'heure est au bilan à la Conférence internationale sur la population et le développement. Pour le compte de la Côte d'Ivoire, une revue qui voit la mobilisation de toutes les parties prenantes sur la conduite de l'Office national de la population de Côte d'Ivoire. Il ressort des analyses que les chiffres se sont améliorés pour le compte de la Côte d'Ivoire depuis 2012. Avec les différentes enquêtes que nous avons réalisées, on s'est rendu compte que notre pays a fait des pas de géant. Au niveau de la santé maternelle, par exemple, on était à 614 décès pour 100 000 naissances. Maintenant, la Côte d'Ivoire a 385 décès pour 100 000 naissances. Depuis 2012, il y a eu beaucoup d'efforts. Quand on prend aussi au niveau de l'éducation des filles, les filles, avec la loi sur la scolarisation obligatoire, on a vu que la scolarisation des jeunes filles s'est considérablement améliorée. Aussi, les violences basées sur le genre. Vous voyez, le ministère de la Femme et de la Famille fait beaucoup d'actions, mène beaucoup d'actions sur le terrain. Et tout cela a permis à notre pays de juguler vraiment ces violences-là. C'est vrai qu'il y a des défis qui persistent, qui existent encore, mais le pays a fait des avancées importantes. Des points de satisfaction qui réjouissent le système des Nations Unies à travers l'UNFPA, qui encourage à plus d'initiatives pour garantir les acquis. Le directeur de cabinet du ministère du Plan et du Développement invite à une implication collective. Les défis de développement subsistent encore. Mais en Côte d'Ivoire, l'environnement est plus que jamais favorable pour impulser la dynamique permettant de relever les défis de développement et bien sûr les défis liés à la mise en œuvre des engagements de la CIPD. La Côte d'Ivoire a formulé 12 engagements pour l'atteinte de 3 résultats transformateurs. Il s'agit des objectifs 0 décès maternel, 0 besoin non satisfait en matière de planification familiale et 0 violence basée sur le genre et les pratiques néfastes d'ici à 2030. Un mot de religion dans cette édition. Le Conseil supérieur des Majlis de Côte d'Ivoire a un nouveau président, c'est Abdraman Sogodogo. Il s'engage à œuvrer pour la cohésion sociale et l'unité de tous selon les valeurs de l'islam. Son investiture s'est faite récemment en présence de 2 membres du gouvernement et de 2 de nos reporters, Frédéric Gorebi et Jean-Marc Djadji. Porté à la tête du Conseil supérieur des Majlis le 20 mars dernier à la Grande Mosquée d'Abobo, le Moufti Abdraman Sogodogo est investi dans ses nouvelles fonctions en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, et des hauts dignitaires de la communauté musulmane. Le nouveau Moufti place son mandat sous le sceau de l'unité de tous les musulmans ivoiriens autour de l'islam originel. Le Majlis, c'est les élèves qui ont pris le Coran traditionnellement chez nous au Grand Nord. Nous allons nous réunir d'abord, essayer de faire venir les anciens livres que les vieux ont légués et essayer de faire sortir le tafsir que les vieux ont laissé et construire les mosquées, mais appeler les hommes, les femmes qui ont abandonné même la recherche de la connaissance pour venir adopter à l'islam traditionnel par leur éducation puis leur savoir parler. Pour le secrétaire général du Conseil supérieur des Majlis, l'imam Sanogo Ali, ce rassemblement vise l'harmonie durable entre les Ivoiriens. Notre objectif principal même de création de cette structure, c'est d'abord avoir la cohésion sociale et la stabilité et la paix et la tranquillité. On ne peut jamais avoir ça, il faut réussir à l'éducation.
Le cheikh Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, invite à une réforme du Majlis. Nos conseils, c'est de travailler pour l'unité, pour la cohésion, et travailler pour réformer ce système originel de l'enseignement islamique en Côte d'Ivoire. Parrain de la cérémonie, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, a salué la mise en place de cette structure qui entend promouvoir l'histoire de l'islam en Côte d'Ivoire. Celui qui marche sur l'ancienne route ne se trompe jamais. Donc à certains moments, il est important de revenir aux fondamentaux, de regarder ce qui se faisait par le passé, de pouvoir s'en inspirer afin de pouvoir se projeter. Plusieurs délégations venues du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal ont pris part à cette cérémonie d'investiture. Ce dimanche, les électeurs et électrices maliens sont appelés à se prononcer pour ou contre une nouvelle constitution. C'est la première étape d'importance qui doit mener à la fin de la transition prévue pour février prochain. La constitution actuellement en vigueur date de 1992 et a résisté à plusieurs tentatives de modification. Ce sont donc plus de 8,4 millions d'électeurs qui sont appelés à voter depuis 8 heures pour ce référendum. Au-delà du résultat, le taux de participation fait aussi partie des grands enjeux du scrutin. Voici votre magazine du dimanche, un quart d'heure d'entretien avec notre invité, professeur Yassongui Mamadou Sekongo. Il nous a rejoint. Les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent, vous le savez peut-être, à sauver des millions de vies chaque année. Elles peuvent aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et à améliorer leur qualité de vie et sont utilisées lors d'actes médicaux et chirurgicaux complexes. On va donc suivre cet élément de Grace Kando et on revient ensuite pour échanger avec professeur Yassongui. Diomandé est drépanocytaire. Il a un besoin régulier de se faire transfuser. À l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, il témoigne du bienfait du liquide précieux pour se maintenir en bonne santé. L'Union nationale des donneurs de sang est primée, de même que des entreprises, associations et personnes physiques. Le meilleur donneur comptabilise 131 dons. 28 centres de collecte de sang répartis sur le territoire national contribuent à hauteur de 85% des besoins en sang, soit 215 000 poches de sang. Le CNTS, l'OMS et le ministère de la Santé appellent à la mobilisation. Plusieurs bénévoles se sont fait prélever à raison de 450 ml de sang par personne. Vous avez plutôt entendu la voix de Didier Nguessan. Son travail il a été aidé dans son travail par Joël Gomez. Professeur, pourquoi on célèbre la journée du donneur de sang? C'est quoi l'objectif? Alors, permettez-moi d'abord, avant tout propos, au nom de Monsieur le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Ngoudemba, et au nom de Monsieur le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, remercier la direction de la RTI qui œuvre chaque fois à cette promotion du don de sang en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi est-ce que chaque année nous célébrons ces donneurs de sang? Il faut savoir que c'est une résolution de l'Organisation mondiale de la santé qui remonte à 2004. Lors d'un plaidoyer qui a été réalisé par l'ensemble des associations de donneurs de sang, des Croissants de la Croix-Rouge, ainsi que la Société internationale de transfusion sanguine, l'OMS a décidé donc chaque année d'accorder cette reconnaissance à ces héros du silence, parce que ce sont des héros, des gens qui chaque fois viennent donner un peu de leur sang, donc un peu de leur vie, pour sauver d'autres vies qui sont en péril dans les hôpitaux. Et donc depuis 2005, chaque année, à travers le monde, chaque pays fait donc ces héros-là, leur accorde de la reconnaissance, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit non seulement de les remercier, mais de reconnaître également tout ce travail qu'ils abattent. Et c'est souvent l'occasion de continuer les plaidoyers auprès des politiques pour faire en sorte que les activités transfusionnelles soient améliorées, que le sang qui soit prélevé soit suffisant et assez sûr pour les malades dans les... C'est donc une journée de promotion du don de sang. Exactement. Et du produit sanguin labile. Exactement. C'est quoi d'ailleurs le produit sanguin labile? Alors déjà, il faut savoir que la matière première, c'est le sang total que nous prélevons. Le sang qui circule en chacun de nous. Et ce sang est composé de plusieurs éléments, dont des cellules. Et ce que nous connaissons le plus, ce sont les concentrés de globules rouges, les plaquettes, le plasma. Eux, ce sont des produits sanguins labiles. Mais vous avez également d'autres constituants du sang qui sont non des moindres, les plus importants dans tout ce qui est hémorragie. Il s'agit essentiellement de l'albumine,
des immunoglobulines, qui sont des éléments très importants, des facteurs de coagulation qui permettent de soigner certains malades, notamment les hémophiles. Et donc, la bile, c'est ceux qui sont extraits directement par centrifugation. Donc, les culoglobulaires, le plasma et les plaquettes. Et les stables, ce sont l'albumine, les facteurs de la coagulation, et ainsi de suite. Ça fait beaucoup. Et les granulocytes également, qui sont aussi un produit labile. On dit labile parce que leur durée de vie est limitée. Est limitée dans le temps. Et donner son sang, c'est donc un geste de grande humanité, professeur. Et ceux qui le font sont des bénévoles, des volontaires. Oui. Qui peut donner son sang, professeur? Alors déjà, il faut être majeur. Il faut être majeur, âgé de minimum 18 ans, maximum 65 ans. Donc, les bornes, 18 ans, 65 ans. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez quand même... Oui, en Côte d'Ivoire, nous avons baissé un peu le plafond à 60 ans, compte tenu quand même de l'espérance de vie qui est assez bas. Vous savez, toutes ces charges sociales qui pèsent un peu sur le quotidien des populations. Et donc, ici en Côte d'Ivoire, nous avons décidé que les donneurs de sang doivent être âgés de 18 ans à 60 ans maximum. Okay? Il faut se sentir en bonne santé. Et après, les médecins, quand vous venez chez nous, une équipe médicale se chargera de déterminer vos aptitudes médicales réellement à faire le don de sang. Mais pour nous, ces deux éléments déjà, ça suffit. Est-ce que le poids, par exemple, compte? Oui, effectivement, le poids est un élément que nous prenons en compte parce que la quantité de sang que nous prélevons est calculée sur la base du poids. Donc, le poids minimum est de 50 kg. Si vous avez plus de 50 kg, vous êtes la bienvenue dans nos centres de transfusion sanguine. À quelle fréquence on peut donner son sang? Alors, la fréquence que nous avons arrêtée ici est de tous les 3 mois. Sinon, idéalement, c'est tous les 2 mois. Donc, ça veut dire qu'un sujet bien portant, âgé de 18 à 60 ans, peut donner 5 fois son sang en Côte d'Ivoire, compte tenu de la durée de conservation des produits sanguins. Et à quel moment on ne donne pas son sang? Alors déjà, quand vous avez moins de 50 kg, si vous êtes mineur, ce n'est pas la peine de venir nous voir. Si vous avez une maladie génétique qui est liée au sang, ce n'est pas la peine de venir. Si vous êtes effectivement porteur d'une contamination virale qui peut être transmise par le sang, ce n'est pas la peine. Si vous avez fait un passage à l'hôpital, soit vous avez été hospitalisé dans un délai minimum d'1 semaine, vous avez vu un chirurgien pour une extraction dentaire, un chirurgien dentiste, il faut rester au repos. Si vous êtes une femme, pendant vos périodes de menstruation, si vous portez une grossesse ou si vous allaitez, vous êtes dispensé du don de sang. Et si vous avez eu des rapports sexuels à risque? À risque, bien sûr. Cela rentre un peu dans l'hypothèse de la sécurité transfusionnelle. Si vous avez des rapports sexuels à risque, il vaut mieux ne pas venir, attendre un délai minimum de 3 mois avant de repasser nous voir. Et les consommateurs de drogue Également, les consommateurs de drogue, surtout ceux qui utilisent les injections, toutes sortes de stupéfiants, nous préférons les exclure au don de sang. Et comme je l'ai dit, nous avons des équipes médicales qui sont assez outillées, qui, ne serait-ce qu'avec un entretien médical, peuvent véritablement déceler quels sont ceux qui sont là. Professeur, est-ce qu'il n'y a pas de précautions particulières à prendre avant de transfuser un malade? Alors déjà, il faut savoir que le sang, c'est un produit biologique, donc c'est un corps étranger que nous apportons à un individu, ok? Et donc, quand vous allez transfuser du sang, il faut vous assurer d'abord de connaître le groupe sanguin de votre malade. Justement, parce que les groupes sanguins, on en connaît 4 globalement, mais il y en a à peu près 36, non? Il y a plus de 36 systèmes de groupes sanguins, et certains ne sont pas encore véritablement connus, donc il en existe plusieurs, mais les plus connus sont au nombre de 36. Les plus classiques, c'est le groupe ABO, Rhésus D, c'est-à-dire positif ou négatif que le commun des mortels connaît. Mais vous pouvez être tous du groupe sanguin A et être différents dans les autres 35 systèmes de groupes sanguins. Donc il est important que pour ceux qui ont surtout besoin d'être transfusés plusieurs fois, de connaître au moins 2 ou 3 autres systèmes de groupes sanguins pour pouvoir garantir une véritable sécurité. Vous savez, l'être humain est conçu de telle sorte qu'il reconnaît ce qui est propre à lui, donc le soi, et ce qui n'est pas propre à lui, le non-soi. Quand vous apportez un corps étranger à un malade, l'organisme se sensibilise et il commence à développer des mécanismes de défense. Donc si vous avez immunisé un malade, il risque d'être immunisé à vie, vous ne pourrez plus le transfuser. Pourquoi faut-il, professeur, que chacun de nous donne un peu de notre sang? Alors, il faut que chacun de nous donne un peu de sang parce que malgré l'évolution de la médecine, nous n'avons pas encore réussi à synthétiser ce produit biologique. Nous sommes tous des soignants ambulants. C'est vrai, on dit des pharmacies. Des pharmacies ambulantes. C'est vrai qu'on dit les médecins sont des soignants, mais le sang que nous transportons en nous permet de sauver des vies. Et donc, nous pouvons sauver notre prochain. Vous savez, ce qui nous caractérise en Afrique, c'est la solidarité. Nous avons une culture de solidarité. Alors, les bienfaits du sang, dites-le nous. Alors, les bienfaits du don du sang. Les bienfaits du don du sang, déjà, quand vous donnez de votre sang, moralement, vous avez cette satisfaction d'avoir été utile.
d'avoir sauvé une vie. Et ça, on ne peut pas récompenser cet acte de générosité. À côté, lorsque vous venez faire un don de sang, vous avez la possibilité de savoir si vous êtes en bonne santé ou pas. Parce que nous réalisons des analyses biologiques et nous vous donnons les résultats de votre don de sang après ces analyses biologiques-là. Sachez également que nous sommes constitués de telle sorte que, au-delà d'une certaine quantité de sang, cela peut être nocif pour notre organisme. C'est vrai, souvent on entend cette personne dire j'ai beaucoup de sang, mais trop de sang nuit. Trop de sang nuit. Mais donc, comment savoir qu'on a beaucoup de sang? Et puis qu'est-ce qui fait que le sang peut être en excès? Déjà, de façon, je dirais, ramassée déjà, il faut savoir que si vous vous sentez fatigué, vous avez beaucoup de vertiges, des maux de tête, il faut rapidement consulter un médecin. Votre sang peut être en excès? Votre sang peut être soit en excès, soit en deçà. Anémié. Voilà, vous pouvez être anémié. Donc déjà, il faut consulter un médecin. Si vous êtes en excès, le risque, nous, déjà, quand vous avez trop de sang, c'est source d'une maladie. Ça peut être même souvent un signe annonciateur d'un cancer du sang, que nous appelons les polyglobulies. Okay? Et ces polyglobulies-là peuvent entraîner souvent des AVC parce que le sang devient lourd. Vous avez une mauvaise oxygénation de vos cellules, même du cerveau, et ça, c'est vraiment nocif pour la santé. Et pourquoi, professeur, le don de sang n'est pas rémunéré? Vous savez, compte tenu de la cherté de la vie, ça peut encourager beaucoup, non? Oui, effectivement, c'est vrai que c'est une... Ça va aider tout le monde. Ça va aider le donneur à avoir quelque chose, ça va aider le CNTS à avoir du sang. Déjà, il faut savoir que donner son sang, c'est un sacerdoce, okay? Parce que ce sang qui circule en nous, nous ne l'avons pas acheté. Ailleurs, je peux vous citer des pays où c'est rémunéré. Aux États-Unis, en Suisse, par exemple, exactement. La Russie. Le don de sang est rémunéré dans certains pays. Mais le régulateur mondial, qui est l'Organisation mondiale de la santé, recommande que le don de sang soit bénévole, volontaire, parce que c'est la garantie de la sécurité. Si effectivement le don de sang est rémunéré de façon générale, vous savez, on peut souvent faire l'objet de mauvaises déclarations. On peut venir, quand bien même que nous nous sentons malades, venir faire un don de sang parce qu'on souhaite avoir quelque chose derrière. Vous savez, l'État investit beaucoup en matière de santé pour garantir également la santé des populations. Mais ici en Côte d'Ivoire, c'est vrai que ce n'est pas rémunéré, mais quand même, vous payez le transport des donneurs de sang. Oui, bien sûr. C'est une aide au transport à hauteur de 1000 francs. 1000 francs? Oui, 1000 francs, M. Diaby. C'est pas trop peu? C'est vrai que ce n'est pas trop peu, mais vous savez, l'État subventionne la production de sang en Côte d'Ivoire. Pour produire une poche de sang en Côte d'Ivoire, c'est minimum 50 000. 50 000 que l'État débourse par poche de sang. Et le donneur de sang qui vient, nous lui donnons 1000 francs, c'est une aide au retour. L'État a décidé depuis 2022 d'harmoniser le coût de cession des produits sanguins à 3 000 francs. 3 000 francs, d'accord, ça c'est un autre sujet. 3 000 francs, d'accord, mais il y en a beaucoup de patients ou de parents de patients qui se plaignent, qui dénoncent qu'ils payent beaucoup plus. Alors, en principe, ça ne devrait pas exister. Parce qu'en principe, comme je l'ai dit, vous savez, le risque zéro n'existe nulle part. En principe, ça ne devrait pas exister. L'État a fait en sorte qu'un arrêté ministériel qui fait force de loi ait été pris pour garantir le prix des produits sanguins partout en Côte d'Ivoire. Une large communication a été faite par le gouvernement de Côte d'Ivoire et tous les hôpitaux. En ce qui concerne les centres nationaux de transfusion sanguine, tous les produits sanguins qui sortent de chez nous sont cédés à 3 000 francs. Dans les hôpitaux, je parle pour les hôpitaux publics. Pour les hôpitaux publics, c'est pareil. Après, peut-être qu'il y a un déficit de communication. Parce qu'en principe, les parents ne devraient pas venir chercher le sang dans les hôpitaux. Oui, ce sont les centres hospitaliers. Ce sont les centres hospitaliers qui viennent s'approvisionner au Centre national de transfusion sanguine. C'est le personnel médical des services sanitaires qui viennent chercher le sang dans le hôpital. Il se trouve que ces services sanitaires, ces centres hospitaliers, quand ils sont publics, le sang peut manquer, mais on en trouve des fois dans des centres privés. Écoutez, je n'ai pas toutes les statistiques, mais sachez que pour nous, déjà, le privé ne consomme que 6% des produits sanguins que nous mettons à la disposition des hôpitaux. Le reste des 94%, ce sont les structures publiques. Eux également acquièrent ce sang-là chez vous? Ils acquièrent le sang chez nous par le même mécanisme. L'arrêté 196 de 2015 fait obligation à toutes les structures sanitaires de disposer en leur sein d'un dépôt de sang. Donc, vous devez avoir un dépôt de sang, vous devez approvisionner ce dépôt de sang. De la même façon que les pharmacies s'approvisionnent en médicaments, c'est le même mécanisme, c'est le même circuit d'approvisionnement. Vous exprimez les besoins, les centres de transfusion sanguine mettent le sang à disposition. Il peut arriver, peut-être qu'au privé, ils transfusent moins de malades. Ils peuvent demander 10 poches, transfuser que 2. Donc,
ça peut justifier les stocks qu'ils ont encore souvent chez eux. Comment s'assurer que le sang est sécurisé? Alors déjà, je tiens à rassurer la population ivoirienne, 100% des produits sanguins qui sortent des centres de transfusion sanguine sont testés pour tout ce qui est analyse obligatoire recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Tous les produits sanguins sont sécurisés et donc là, à ce niveau, il n'y a pas de polémique. D'accord. Vous parlez de 3 000 francs. Pour revenir à vos 1 000 francs que vous donnez aux donneurs, est-ce que vous songez à le réévaluer? Oui, bien sûr, nous songeons à... C'est quoi votre budget chez vous? Alors, le budget du Centre national de transfusion sanguine, hors salaire, est de 5 milliards. L'État du Côte d'Ivoire investit beaucoup d'argent, mais il faut savoir que pour garantir un approvisionnement conséquent, pour assurer l'autosuffisance en produits sanguins en Côte d'Ivoire, le budget du Centre national de transfusion sanguine, y compris les salaires, devrait être aux alentours de 16 milliards. D'accord. Le ministre, il vous écoute, le président de la République très certainement aussi. Oui. Peut-être que vous connaîtrez cette hausse. Écoutez, nous l'espérons, mais il faut quand même signaler que l'État du Côte d'Ivoire a investi énormément, a fait beaucoup d'efforts en 2022 pour rehausser ce budget. Juste comme ça, quelques chiffres. Sachez qu'avant 2011, c'est-à-dire avant la session du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême, nous étions à 14 centres de transfusion sanguine en Côte d'Ivoire. Et là, aujourd'hui, nous sommes à 28 centres de transfusion sanguine en 10 ans. Vous savez que nous avons doublé. Le Centre national de transfusion sanguine a été créé officiellement en 91. Donc de 91 à 2010, nous n'avions que 14. Vous voyez qu'en 10 ans, ce chiffre a été doublé et le plateau technique a été considérablement amélioré. Aujourd'hui, les chiffres, nous sommes à 85% de satisfaction des besoins, là où 10 ans en arrière, nous étions aux alentours de 50%. Il reste seulement à rehausser un peu plus encore le budget. Un peu plus le budget. Merci, professeur. Merci. On va retenir que les transfusions de sang jouent en plus un rôle essentiel et vital dans les soins de la mère et de l'enfant et lors des interventions d'urgence. Merci beaucoup, professeur. Merci. Professeur Yassongui Mamadou Sekongo, le sous-directeur des produits sanguins. Merci d'être venu nous dire tout sur ce liquide précieux qui circule dans notre corps. Merci et à bientôt. Revenez nous voir quand vous le voulez. Bonne fête des pères, professeur. Merci, bonne fête des papas, vous aussi, chers téléspectateurs. Je reviens chez vous jeudi à 13h, si vous le voulez bien.